Le 10h midi, Sud Radio Média, Valérie Expert, Gilles Gansman. Bonjour à toutes et à tous, bonjour Gilles. Bonjour Valérie. Bonjour à nos deux invités, deux journalistes, Valentin Stocker et Margot Subra-Gomez. Vous êtes tous les deux journalistes à France Télévisions. Et ce matin, j'ai eu envie de vous inviter parce que je suis tombée sur votre reportage qui traite de nos données, et de ce petit mouchard que nous avons tous dans notre poche, notre téléphone portable. C'est une enquête vertigineuse qui a été diffusée dans l'Œil du 20h et vous allez nous expliquer un petit peu de quoi il retourne. Vous avez changé votre comportement ou pas après votre enquête? Oui, personnellement, je fais partie des gens qui utilisent pas mal d'applications, je pense, un peu comme nous tous comme aujourd'hui. Et je n'avais pas pris le temps de me pencher sur vraiment la confidentialité des données, toutes les conditions qu'il faut lire. Je pense qu'après ce reportage, j'ai été ma première téléspectatrice et j'ai changé pas mal de choses. C'est pas si compliqué. On vous expliquera qu'il faut aller dans les paramètres du téléphone. Il faut savoir que nos données, en fait, sont revendues. Alors, on sait tous qu'il y a des data. Oui, on sait tous. Oui, bon, on reçoit des pubs, c'est pas très grave, mais si c'est un petit peu plus grave que ça, il y a des brokers qui revendent ces adresses. Le problème, c'est à qui et pourquoi faire. C'est ça. En fait, quand on utilise des applications, nos données de géolocalisation sont souvent envoyées à des régies publicitaires pour nous renvoyer une publicité, en fait. Oui, c'est ce qu'on appelle la publicité ciblée, exactement. Sauf qu'en fait, ce qu'on sait moins derrière, c'est que ces données de géolocalisation, elles sont stockées et revendues à des courtiers qui agrègent toutes ces données de plein de régies publicitaires différentes et derrière les revendent à... Mais est-ce que c'est un vrai danger pour nos libertés de savoir que j'ai été manger chez Jojo 3 frites et 2 poulets, enfin 2 poulets, non, après on va dire que... Mais vous comprenez, est-ce que c'est vraiment grave que on vende cette donnée-là à un Américain ? En fait, c'est tout le problème de la confidentialité de nos données, de ce qu'on a envie de dévoiler ou pas, et surtout, tous les citoyens n'ont pas le même niveau de risque sur leurs données. Et bon, c'est ce qu'on révèle aussi nous dans nos sujets, c'est qu'on a retrouvé des militaires, des gens qui travaillent dans des lieux sensibles, à l'Élysée, au Sénat, à l'Assemblée nationale, et on est même remonté jusqu'à des agents de la DGSE. Donc voilà, ça ne touche pas que des gens de la vie de tous les jours. Alors évidemment, ces enquêtes sont à retrouver sur France.tv, et tout sur le site évidemment, et tout le travail de l'Œil du 20h, qui sont des enquêtes assez formidables, globalement à retrouver. Et qu'il faut remarquer qu'ils sont dans la durée, c'est-à-dire que le premier sujet fait plus de 8 minutes, et il y a eu le lendemain un deuxième sujet de 7 minutes, et donc ça prend le temps de se poser les vraies questions. Ça s'appelle Tracking Files et on va y revenir dans un instant. Valérie, juste avant de démarrer le zapping, j'ai vu que vous avez lancé. J'ai l'attaché de presse de TF1 d'Automoto qui m'envoie un SMS pour nous remercier parce qu'ils ont fait plus de 800 000 téléspectateurs à 10h pour les 50 ans d'Automoto, avec 30% de part de marché sur les 15-49 et plus de 25% sur les 25-49. Donc ils nous remercient d'avoir reçu Jean-Pierre Gagy, qu'on a bien aimé. Donc c'est bien de parler parfois des choses qui fonctionnent. Eh bien, très bien. On va passer au zapping. Sud Radio Média, l'instant zapping. Comme l'a dit Daniel... j'ai voulu prendre un accent du Sud, ça n'a pas marché. Comme l'a dit Daniel Herrero, ça ne marche pas. Sur Sud Radio, c'était un match d'anthologie samedi. Vous savez bien qu'on est la radio du rugby, Valérie. Et samedi, on a vu s'affronter la France à l'Irlande. Alors, un match incroyable, un des meilleurs matchs de l'équipe de France pour Daniel Herrero, parce que nous n'étions pas en France, mais nous étions en Irlande, donc c'est toujours très fort de gagner à l'extérieur, même si vous avez vu qu'on a perdu un de nos piliers, alors qu'il y a un match samedi, Antoine Dupont, c'était un drame. Dupont en deuxième lame pour stopper Chian. Oulala, je suis inquiet pour Antoine Dupont qui a été déblayé ensuite et qui reste au sol. Alerte. J'ai entendu un cri, je sais pas si c'était lui, mais j'ai peur. Non, il a l'air sérieusement touché. C'est le genou. Le genou. Oh là. Je vous laisse commenter cette image. On voit ici. Le genou en porte-à-faux, on sait qu'il a été touché au genou dans sa carrière, Antoine Dupont. C'est ce que l'on pouvait craindre. C'est le pire scénario. Parce qu'Antoine Dupont, il va devoir quitter la pelouse. On vous rappelle qu'il n'y a que Maxime Lucu sur le banc aujourd'hui.
Et comme il y a eu des alertes sur le téléphone, c'est le pic d'audience de France Télévisions. À ce moment-là, tout le monde a voulu voir Antoine Dupont. Rendez-vous samedi sur Sud Radio. Il reste un match pour gagner les 6 nations. On sera face à l'Écosse au Stade de France. Et qu'est-ce qu'il y aura à la mi-temps ? Je ne sais pas. Oh, je vous l'ai dit l'autre fois, il y aura Louane qui va chanter pour l'Eurovision. Ça vous passionne. Je ne sais pas si vous avez défilé samedi, mais dans toutes les villes, on célébrait la journée pour les droits de la femme et les minorités de genre. Alors, ils étaient 4000 à Montpellier, selon la police, et 15 000 selon les organisateurs. Reportage du journal Sud-Ouest sur place, qui a interviewé ces femmes qui défilaient. Et qui a fait ça ? Un homme. Oh là là. Qu'est-ce que le 8 mars, ça t'évoque personnellement ? Moi, ça me fait penser à mon passage en classe préparatoire. Et j'étais scientifique, et plus le niveau augmentait, moins il y avait de filles. En première année de prépa, il y avait un tiers de jeunes femmes. Et quand je passais en deuxième année et que le niveau est devenu très élevé, on était 3 sur 37. Et on se sent très seul dans ce genre de milieu. Le 8 mars, c'est un jour comme les autres, sauf que c'est un jour où forcément, moi, je suis dans la rue. C'est tous les jours de l'année qu'il faut faire gaffe au maintien et à l'acquisition de nos droits. Parce que c'est pas fini. Quand on voit le gros qu'on a du côté des États-Unis, on est quand même mal barré. Alors, mesdames américaines, s'il vous plaît, la prochaine fois, votez mieux. Ouais, cette journée a quand même été marquée par le refus de manifester par certaines femmes, et on va en reparler tout à l'heure parce que c'était assez scandaleux et ça s'est transformé parfois en manifestation politique. Donc c'est pas terrible. À France Télévisions, on est passé de 25% de femmes réalisatrices à 48%, qui était ce que voulait Delphine Ernotte. Est-ce qu'à la rédaction de France Télévisions, il y a plus de femmes ? Et qu'est-ce que vous répondez en disant mais on doit choisir sur la compétence et la qualité du journaliste et pas par rapport à son sexe ? Je pense qu'on est une rédaction, j'ai pas les chiffres précis, mais comme ça je dirais assez mixte, équilibrée. En tout cas, c'est comme ça que je le vois surtout dans les nouvelles générations qui arrivent. Il y a vraiment 50-50, je dirais. Après, oui, enfin, je pense pas qu'il faille être une femme ou un garçon pour être un bon journaliste. Il faut être curieux, et je pense que ça, c'est une qualité que tout le monde peut avoir, doit développer en tout cas. Mais aujourd'hui, les choses ont changé, vous trouvez ? Sur le fait qu'il y a... Oui, mais à France Télévisions plus particulièrement. Moi, ça fait une dizaine d'années que j'y travaille. J'ai l'impression qu'on a toujours été à parité et que les sujets sont attribués non pas en fonction du genre, mais plutôt en fonction de la compétence. Il y a sur le terrain, notamment de guerre, plus de femmes que d'hommes, en tout cas à France Télévisions. Aujourd'hui. Absolument. Bon, alors j'ai un sujet pour vous deux. Ça va vous passionner. Sachez qu'il y a eu à Barcelone le World Congress de la téléphonie mobile, et le journaliste du journal Les Numériques est tombé. Vous savez quoi ? On a fait un téléphone pour les chiens et ça se vend. C'est un carton. Attention, ça, c'est un smartphone pour chiens. Donc là, vous allez me dire, mais ça n'a aucun sens. Et oui, non, effectivement, ça n'a pas vraiment de sens. En gros, l'idée, c'est un tracker GPS que vous allez mettre sur le collier de votre animal, mais c'est un peu plus que ça, puisqu'il y a aussi un haut-parleur dessus, donc vous allez pouvoir, par exemple, diffuser de la musique pour votre animal, mais vous allez aussi pouvoir l'appeler et lui donner vos petites consignes, et il peut aussi vous appeler. Alors, on n'a pas tout compris, mais a priori, c'est quand il est énervé que, par exemple, il va mordre quelque chose ou quelqu'un, ou tout simplement quand il sort de la zone GPS que vous avez définie. Bon, maintenant, la question, c'est est-ce que votre animal va accepter de porter ce genre de dispositif ? Pas sûr, et encore moins sûr qu'il vous écoute à travers un haut-parleur. Allô, Fripouille, tu m'entends, Fripouille ? Fripouille, c'est le chien de la rédaction. Allô, tu m'écoutes ? Mais moi, j'ai un tracker pour mon chat, qui sort beaucoup. Et à l'époque, il y avait la possibilité de lui parler. Donc c'est pas très nouveau. C'est pas très nouveau, non. Oui, mais vous achetez des trucs à la pointe. Non, mais typiquement, ce genre de gadget, c'est un tracker. On pense que c'est pour le chat, le chien. En réalité, le chat, le chien, il est chez vous. Qu'est-ce qui empêche la puce d'émettre une donnée précise qui soit ensuite revendue, échangée. C'est aussi, je pense, ce genre de gadgets qui sont vendus pour les propriétaires, qui en réalité ciblent peut-être plus le propriétaire que le chien. C'est très utile. Mais après, ça peut être aussi un trafic pour récupérer des chiens et des chats. Non, mais vous avez raison. Puisqu'on enlève des chiens, ça peut devenir aussi un trafic, comme on va en parler après en deuxième partie. Je continue sur le numérique, vous êtes là pour ça. On va parler de l'emprise tentaculaire du numérique sur nos libertés ensemble, comme on est fliqué, le business du data, et aussi de l'IA. Alors, ce reportage, Valérie,
Paris. Il est à la fois choquant et à la fois totalement fou. C'est un sujet qui vous explique comment on gomme les accents arabes et indiens, et là en particulier indiens, dans les centres d'appel, pour que vous puissiez penser que vous appeliez un Français. C'est Téléperformance qui s'est fait attraper là-dessus, et évidemment, ça fait scandale. Cette entreprise utilise l'IA pour effacer l'accent de ses employés indiens. L'entreprise française Téléperformance, qui est à la tête du plus grand nombre de centres d'appel dans le monde, utilise l'IA pour effacer l'accent de ses téléconseillers indiens en temps réel. Thomas McEnbrock, le directeur général délégué de l'entreprise, a déclaré à Bloomberg que cette IA permet de créer plus d'intimité, d'augmenter la satisfaction du client et réduit le temps de traitement moyen. Sur le marché, cette annonce a eu l'effet d'une bombe. Au lendemain de la publication du communiqué, les actions de Téléperformance ont chuté de plus de 11%. Cette méthode soulève des questions sur le racisme linguistique et comme l'a écrit Bloomberg, ces outils peuvent être perçus comme portant atteinte à l'identité culturelle des travailleurs et à l'authenticité des conversations. Ça vous choque ? C'était sur le démotivateur. Ouais. Non, ça vous choque pas ? Si. Moi j'ai envie de savoir si j'appelle un centre à Paris ou en France, j'ai pas envie qu'on fasse passer quelqu'un pour ce qu'il n'est pas. Ouais. C'est-à-dire sa nationalité et ses propres racines. Souvent, on nous dit quand même, ce centre est, vous pouvez être entendu par des centres, etc. Et pour finir, cela fait plus de 30 ans que ça dure. Les primes des enfoirés explosent des scores, comme chaque année, et écrasent la concurrence. Plus de 7 millions d'audience à tout écraser, les enfoirés, avec un pic à 8 millions. Alors c'est drôle parce que l'année dernière... C'est quand même moins bien que les autres années, globalement. Oui, mais parce qu'il y a plus de concurrence. L'année dernière, ils s'étaient moqués des Jeux Olympiques qu'elle allait être un échec. Les Jeux Olympiques ont été un grand succès. Ils ont refait une chanson qui a mis en avant nos deux petits champions du ping-pong. Quand on a le ping-pong à offrir en partage, des 100 mètres à la nage, et Manodou en tombe. Voilà, évidemment... On rappelle que les DVD et les CD sont en vente un petit peu partout et que c'est important pour les Restos du Cœur. C'est une source de revenus important. Voilà, on se retrouve dans un instant avec Valentin Stocker et Margot Subrac-Gomez, tous les deux journalistes à l'œil du 20h pour parler des Tracking Files. Restez avec nous. Vous allez voir que vous ne regarderez plus votre portable de la même manière. À tout de suite. Le 10h midi, Sud Radio Média. Valérie Expert, Gilles Gansman. Sud Radio Média, les invités du jour. Les invités du jour, tous les deux sont journalistes, Valentin Stocker et Margot Subrac-Gomez. Vous êtes journaliste pour l'œil du 20h pour France 2. Tous les reportages de l'œil du 20h toutes ces enquêtes, sont à voir sur France.tv. Et moi, je suis tombée, sur les réseaux, sur une partie de votre enquête. Ça s'appelle les Tracking Files et vous vous êtes intéressé à ce petit objet que nous avons dans notre poche qui nous paraît insignifiant. Bon, on a plus ou moins conscience que oui, on reçoit des publicités parfois qui nous paraissent étranges parce que tiens, comment il sait que j'ai parlé d'aller en Écosse ou que j'ai voulu m'acheter un panier à linge. Alors racontez-nous un petit peu cette enquête. Comme vous dites, on a plus ou moins conscience parce qu'on a des applis, on les télécharge, on accepte vite fait des conditions d'utilisation et de géolocalisation parfois. Néanmoins, nous, ce qu'on a découvert avec cette enquête, c'est que ces données, elles faisaient en fait l'objet d'un marché tout à fait légal. D'achat et de revente par des courtiers. Il y a des courtiers en blé, il y a des courtiers en gaz, il y a des courtiers en données personnelles. C'est pas des entreprises qui sont basées en Europe. La plupart du temps, elles sont aux États-Unis, en Asie du Sud-Est. Et en fait, ils s'échangent des données qui nous appartiennent, mais qu'on a accepté de céder en quelque sorte. Oui, parce qu'on ne lit pas, il faut bien le dire, qu'on ne lit pas ces petites cases, les petites cases, toutes ces longues pages, c'est fait exprès d'ailleurs, sur les conditions d'acceptation de la revente de nos données. Exactement. Juste pour expliquer comment ça fonctionne, par exemple, admettons que je sois fan de course à pied. Je m'apprête à sortir faire ma course à pied. Je veux regarder la météo. Je regarde ma météo sur mon téléphone. Quand je fais cette action d'ouvrir l'application, il y a une espèce d'alerte
qui est envoyé à une salle d'enchères virtuelle, on va dire, pour dire tiens, elle vient d'ouvrir la météo et il faut lui envoyer une pub. Ce sont les fameuses pubs qu'on reçoit sur les applis. Et à ce moment-là, quand j'ouvre l'application, eh bien, je suis géolocalisée en temps réel et à un point très précis. Vraiment, c'est au mètre près. Et tout ça est ensuite renvoyé à des courtiers qui ensuite les échangent, les revendent à des fins souvent publicitaires, marketing. Nous, ce qu'on a fait, c'est là que mon ami Valentin entre en scène parce qu'il est data journaliste. Donc, il a une compétence d'examiner les données. Nous, on s'est tout simplement adressé à un courtier, en prétendant travailler dans le marketing, une petite entreprise. Voilà, c'était vraiment pas une couverture très poussée. Et en fait, on s'est rendu compte qu'avec une grande facilité, on a pu se procurer un échantillon de plusieurs millions de téléphones. Je te laisse peut-être raconter l'approche que tu as eue. Juste avant d'écouter, si je mets pas ma géolocalisation, comment vous voulez que j'ai la vidéo de ma vie là, la météo de ma vie là? Alors, la météo, par exemple, c'est une appli où la géolocalisation est un peu obligatoire. Et encore, on peut très bien taper le nom de sa ville dans la barre de recherche de la météo sans être géolocalisé. Mais du coup, elle ne s'affiche pas sur votre portable quand vous vous réveillez. Oui, mais il y a des choix. Alors, racontez-nous un petit peu, parce que les images, là, on est à la radio, mais vraiment, allez sur le site de l'œil du 20h, enfin sur France.tv, pour voir le reportage, parce que l'infographie est très bien faite. Les millions de données que vous avez récupérées, en fait, sont visibles sur une carte. On voit tous les petits points des contacts qui vous ont été vendus. C'est ça. En fait, c'est on nous a envoyé des fichiers de points GPS. On avait des millions et des millions de points GPS. En fait, on avait 11,7 millions de téléphones avec leur bornage sur à peu près 2 semaines, ce qui représente. Euros, c'est ça. Comment ? On peut l'acheter pour 7 000 euros. C'est ça. Une société française. C'est ça. On avait même un des data brokers qui nous les vendait pour $2 500, donc encore moins cher. Et ça, c'est un abonnement. En fait, c'est par mois. Et tous les mois, on reçoit toutes les géolocalisations de ces presque 12 millions de téléphones qui ont borné dans le mois. Voilà. Et après, nous, ces points GPS là, on les a cartographiés. On en avait un peu plus d'1 milliard. Et derrière, on a tiré des fils en refaisant des trajets. En fait, ces points GPS, ils sont affiliés à un identifiant de téléphone. On n'a pas de numéro de téléphone avec ces points GPS. C'est d'ailleurs toute la complexité de la chose, parce que c'est pour ça que c'est plutôt légal en fait. Ouais, c'est ça. C'est la question. C'est presque anonyme. C'est presque anonyme. Bah, une fois que vous avez votre point, voilà, vous avez un point à Neuilly-sur-Seine. Comment on va retrouver cette personne, puisque prenons votre exemple. Vous avez retrouvé des gens à France Télévisions, à l'intérieur de France Télévisions. Vous avez retrouvé des points. Complètement, on a retrouvé des centaines de points dans France Télé, et on en a tiré un particulièrement. En fait, cet identifiant de téléphone, on a plein de points qui sont raccrochés à cet identifiant de téléphone, donc on est capable de retracer des trajets. Et en fait, c'est là où ces données sont presque anonymes, puisque en retraçant des points, en sachant où les gens habitent, où est-ce qu'on rentre le soir, où est-ce qu'on travaille, où est-ce qu'on sort, dans quel restaurant on va. En fait, ça nous donne souvent assez d'informations pour réussir à remonter des gens via les réseaux sociaux, via des photos, via des habitudes d'endroits où ces personnes-là vont. Et voilà, et nous, comme ça, on a retrouvé une collègue qu'on ne connaissait pas à France Télévisions, parce qu'il y a beaucoup de monde dans ce bâtiment. Bien sûr. Et c'est la surprise quand on l'a contacté en retrouvant son numéro de téléphone dans l'annuaire interne, parce que bon, ça, du coup, c'était plus simple vu que c'était dans l'entreprise. C'est très surprenant. Enfin, on s'y attend pas. Vous n'avez pas fait les trajets de Delphine Ernaud, dans quel restaurant elle allait on n'a pas trouvé. Vous l'avez cherché. Je pense que Delphine Ernaud ne joue pas au bon jeu qui agrège suffisamment de données. Parce que notre collègue, elle nous a un petit peu dévoilé ses habitudes pour essayer de comprendre quelle appli pouvait être en cause. Elle dit qu'elle joue beaucoup dans les transports pour passer le temps, et probablement, vu les points qui étaient générés, c'était très nettement sur les trajets de métro ou de train, quand elle va en famille
Donc c'est probablement l'appli de jeu qui est le mouchard. Mais aujourd'hui, en fait, lorsqu'on passe le métro ou le train, on a nos portables, on se localise, on a un QR code. Quand on utilise des cartes bleues ou notre téléphone pour payer, on sait où on mange, on sait où on se déplace. Et puis il y a aussi une application qui s'appelle Waze, que beaucoup de gens utilisent. Waze, c'est à quelle heure vous démarrez votre journée, à quel endroit vous travaillez. Si vous mettez maternelle, c'est que vous avez des enfants. Si vous allez au McDo, allez pas nous faire toute la journée. Non, mais du coup, toutes les applications. Waze est un espion terrible, et donc. Est-ce qu'il y a des applis qui sont pires que d'autres ? Voilà, nos libertés, elles sont. C'est ce que vous expliquez à la fin sur le danger que ça peut avoir à terme sur le contrôle des libertés. Tout à fait. Aux États-Unis, c'est presque déjà plus une fiction. C'est-à-dire que là-bas, il y a certains brokers qui fournissent les services d'immigration, par exemple, la police. Voilà, donc il y a des contrats qui sont des centres IVG, par exemple. Exactement. Les centres IVG où on peut suivre qui est allé dans un centre, un centre IVG, ce qui est interdit dans certains États. Exactement. En l'occurrence. Et là, il y a récemment le Bureau fédéral de protection des consommateurs américain, comme la DGCCRF chez nous, qui a condamné 3 data brokers, parmi les plus gros du secteur, pour avoir justement revendu les données des utilisateurs qui passaient près des sites sensibles, donc les cliniques d'avortement, ça peut être les sites militaires, les lieux pour les sans-abri, les hôpitaux psy. En fait, il y a beaucoup d'endroits où ils collectaient ces données ensuite pour les revendre. Quand on voit qu'on peut vite désanonymiser quelqu'un, on comprend qu'il peut y avoir un danger. Tout à fait. Oui. Sur la façon dont vous avez procédé, ça a été compliqué à faire. Alors ça a été compliqué techniquement parce qu'en fait 1 milliard de points GPS, ça demande du temps à analyser et surtout pas mal de compétences même en code et tout ça. Donc c'est aussi pour ça qu'on a sorti ça en partenariat avec France Info. Puisque plus de mains on était, mieux c'était. Voilà. Après, c'est surtout une histoire de temps, c'est-à-dire qu'il a fallu tirer des fils. On a en fait isolé des endroits stratégiques sur lesquels on a voulu vérifier les téléphones qui bornaient. Par exemple, on a dit on veut tous les téléphones qui ont borné à un moment donné dans l'Elysée, et on a suivi ces téléphones-là ensuite pour voir où ça allait. Voilà, on n'a pas retrouvé Emmanuel Macron dans ces données-là, mais c'est globalement ça qu'on a fait. Mais est-ce que vous avez trouvé des collaborateurs d'Emmanuel Macron dans ces collaborateurs ? On a trouvé des policiers qui sont en charge de la sécurité de l'Élysée. On a trouvé des gens qui passent à l'Élysée, qui vont dans des ministères, des diplomates. Donc voilà, en fait, c'est aussi que le danger ne vient pas forcément du téléphone qu'on a dans la poche, mais du téléphone des gens qui nous accompagnent. Et c'est d'autant plus le cas quand on a des fonctions de pouvoir comme ça, parce qu'en fait, en général, ils ont des téléphones, que ça soit les ministres ou le président, des téléphones plutôt sécurisés sur lesquels, évidemment, ils ne jouent pas à Candy Crush. Mais pas forcément le chauffeur. Mais pas forcément le chauffeur, pas forcément les gardes du corps. C'est aussi ce qu'avait révélé Le Monde dans les Travail X. Avec des données qui étaient sorties par ailleurs. Donc c'est en fait le danger peut venir de partout, si on peut dire ça comme ça, avec les téléphones qu'on a dans la poche. Dans votre reportage, on va peut-être marquer une pause et puis vous nous direz ce à quoi on doit nous faire attention. Alors vous donnez des indications de ce que j'ai fait. Je suis allée chercher effectivement voir les géolocalisations, les applis qui et vous les avez interdites, c'est fait. Je suis pas encore tout à fait au point, mais je vais le faire. À tout de suite. Le 10h midi, Sud Radio Média, Valérie Expert, Gilles Gansman. Sud Radio, le supplément média. Le supplément média avec Valentin Stocker et Margot Subra-Gomez, tous les deux journalistes pour l'œil du 20h. C'est la cellule investigation enquête de France Télévisions. Allez voir Tracking Files sur France.tv. C'est une enquête vertigineuse sur la façon dont nos données sont revendues. Alors encore une fois, vous dites mais bon, on savait ça, on reçoit des pubs, mais là c'est beaucoup plus, c'est une dimension différente et beaucoup plus importante, à savoir que nos données sont vendues aux États-Unis, et dans d'autres pays,
est revendu à des fins certes publicitaires, mais pourrait être revendu à d'autres fins. Donc alors il y a des applications. Vous parliez tout à l'heure de cette salariée de France Télévisions que vous avez réussi à retracer, qui joue beaucoup. C'est principalement, il y a des applis plus dangereuses entre guillemets que d'autres ou pas? En fait, il y a un sujet sur les applis dans lesquels il y a beaucoup de publicité, puisque en fait, c'est clairement le business model de ces applications-là, récupérer de la donnée, afficher des publicités, revendre ces données-là, ça rentre dans leur business model. Après, il y a d'autres choses, il y a des applis de groupe. Nous, les data brokers, les courtiers avec lesquels on a pu parler pour cette enquête, nous expliquaient que eux, par exemple, n'ont pas de données qui proviennent des applications de Google ou de Facebook ou même de Twitter, enfin, de ces gros groupes-là, ces mastodontes. Comment ? Ils les revendent eux et ils les gardent pour eux. En fait, c'est ça, ils les gardent en interne, pour faire leur propre publicité ciblée, pour nourrir leurs autres applications. Voilà, donc en fait, on s'est rendu compte qu'il y a beaucoup de jeux sur lesquels il y a des pubs, de petits jeux, en fait, qu'on télécharge comme ça, on joue dans le métro, et puis en fait... Alors, on a tous eu l'expérience, je regarde un petit peu Rio de Janeiro, 2-3 hôtels, et puis j'ai 10 000 pubs sur Rio, sur des hôtels, sur des voyages et autres. Et donc les gens, alors il y a des gens, on est écouté, on est regardé, etc. Est-ce que ça c'est la réalité ou c'est simplement justement les histoires de géolocalisation et ce qu'on appelle les fameux cookies ? En fait, il y a deux choses différentes. C'est vrai que nous, quand on a préparé cette enquête, à chaque fois qu'on en parlait aux gens, les gens nous disaient « Ah, mais oui, moi aussi, quand je parle à mon téléphone, je me fais écouter. » Bon, ça... C'est une légende urbaine ou pas ? En fait, c'est dur à dire. Il y a beaucoup d'enquêtes qui ont tenté d'être faites sur ça. Je crois qu'à date, il n'y a pas rien qui a réussi à prouver vraiment que nos téléphones nous écoutaient, et même nos conversations. En tout cas, voilà. Par contre, ce qui est sûr, c'est que oui, quand on fait des recherches sur Internet, avec les fameux cookies qu'on accepte souvent quand on rentre sur les sites, on a une petite bannière, on dit j'accepte tout, mais en fait on sait pas trop ce qu'on accepte. En fait, ces cookies-là, c'est ça qui fait remonter aussi nos recherches, nos habitudes de sites sur lesquels on va, là où on va partir en vacances, si on cherche un avion, un train. Et en fait, ça fait partie des choses qui ensuite nous envoient de la pub ciblée. Oui, mais on va dire tiens, j'ai parlé au téléphone de mes prochaines vacances en Bretagne et comme par hasard 30 secondes après j'avais un mail. Ça c'est vraiment une légende urbaine ? En tout cas, peut-être que c'est le fait d'en avoir parlé qui met la puce à l'oreille ensuite quand on voit une publicité. Ouais. Mais en fait, on aura recherché avant. Exactement. C'est ça, il y a quand même un petit biais de validation. On se souvient plutôt des choses dont on a parlé que des choses dont on n'a pas parlé. Est-ce que on est impuissant face à ce tracking, face à ce tragage Et j'enchaîne sur la question de Valérie. On a quand même une institution en France qui est la CNIL. Et dans le reportage, vous allez voir la CNIL. Oh, ils sont complètement dépassés. Sur la liberté, sur nos informations, on a l'impression que la CNIL, elle sert à rien. Vous vous êtes confrontés à un mur, alors qu'ils sont là pour nous protéger, logiquement, la CNIL. La CNIL, elle ne jure que par la régulation. Sur les informations et la liberté. La régulation, elle se fait à l'échelle européenne. On a ce fameux RGPD dont tout le monde maintenant a bien conscience parce qu'on nous a demandé de l'accepter à tout bout de champ. Règlement général sur la protection de la vie privée et des données personnelles. Donc dès lors que ces données elles sont anonymes, on a vu qu'il y avait un peu un flou, mais c'est légal. Donc il faut le règlement impose aux sociétés de ne pas trop stocker les données. Sur un journal, et là on vous dit vous acceptez ou vous refusez, et vous avez 10 000 trucs à cocher, publicité. Pour être dans les clous, il faut de la réglementation européenne, il faut que ces entreprises ne stockent pas trop longtemps ces données, qu'elles les stockent dans un lieu sécurisé. On a vu il n'y a pas plus tard qu'un mois qu'un de ces courtiers a été piraté, donc la question de la sécurité des données est quand même en question. Les datas se sont retrouvées dans un forum russe de hackers. Donc il y a des progrès à faire et il faut surtout que le consentement soit éclairé, libre. Et c'est là que parfois le bas blesse. La CNIL effectivement doit mener des contrôles. Donc on voit que c'est encore un long chemin. Mais quand elle contrôle, parfois
elle condamne. Tu parlais des jeux. Il y a un éditeur français de jeux qui a été condamné à 3 millions d'euros d'amende pour avoir pisté ses utilisateurs sans leur consentement. Donc voilà, ça implique des contrôles. Mais sans leur consentement, sauf qu'on consent souvent sans trop le savoir. Là, en l'occurrence, l'éditeur de jeux français qui a été condamné avait demandé à ses utilisateurs s'ils consentaient. Ils avaient répondu non. Et malgré tout, ils avaient. Voilà. Donc c'était là le. Oui. Non, mais alors du coup peut-être après tout ça pour donner des débuts de solutions, un peu d'espoir aux gens qui nous écoutent. En fait, il y a quand même des choses assez simples qu'on peut mettre en place pour déjà au moins limiter le risque. Voilà, supprimer l'autorisation de localisation pour les applications qui n'en ont pas besoin. Alors vous l'expliquez dans le sujet, on va pas le faire là parce qu'en plus vous l'expliquez assez. Votre sujet est vraiment super bien. Et sur le site de France Info, illustré. Effectivement, c'est sur le site de France.tv et puis sur le site de France Info qui a participé à l'enquête. On nous parle de bloqueurs aussi. Est-ce que ça sert à quelque chose? Est-ce qu'il y a le problème des bloqueurs, c'est que ça bloque tout. Les bloqueurs de publicité, c'est encore un peu différent parce qu'en fait, ça empêche la publicité de s'afficher, mais ça n'empêche pas forcément le traquage, les cookies de partir ou sur les téléphones. Et si on les supprime, Camille, une auditrice dit si on accepte des cookies perso, je supprime très souvent l'historique, ça nettoie. Mais après, il faut rentrer les codes à nouveau. C'est ça. Et on peut supprimer le cache des cookies en fait dans nos navigateurs. Après, si on retourne sur les mêmes sites ou qu'on les réaccepte, on recrée le même problème en boucle. Et il suffit d'une fois pour que vos données soient enregistrées et revendues. C'est un marché colossal, financièrement, ça représente... Oui, il y a quelques cabinets qui chiffrent ça à 400 milliards d'euros en 2025 et ça ne va faire... qu'augmenter. Oui, bien sûr. Et l'IA, autre question qui est posée par un auditeur qui dit que l'IA se sert de ça justement pour se nourrir. Il y a un moment où on va être dépassé. Oui, l'IA pose une nouvelle question sur les données privées. C'est que en fait, je pense qu'on a tous testé à un moment donné. On a un peu raconté un bout de notre vie à ChatGPT pour savoir ce qu'il allait dire, pour nous aider dans nos problèmes de tous les jours. Sauf qu'en fait, on livre des données extrêmement personnelles à des entités américaines, chinoises, et maintenant françaises avec l'IA française. Mais c'est encore un peu plus de données personnelles agrégées par des énormes boîtes à l'autre bout du monde. Qu'est-ce que vous avez voulu dénoncer? Parce que finalement, c'est un combat perdu. Parce que lorsqu'on est à Monoprix, on a envie d'être livré. Donc, on va mettre notre géolocalisation pour recevoir ses courses. On nous dit, pour protéger nos enfants, de mettre des trackers dans les cartables. On parlait aux antennes des hommes ou des femmes jaloux qui mettent les trackers d'Apple ou d'Android. Donc finalement, à la fois, c'est une vraie démonstration, votre sujet, mais à la fois, on se dit, qu'est-ce que vous dénoncez et pourquoi ce sujet, puisque finalement, on ne peut rien faire. Je pense que ça permet déjà au moins que les gens soient au courant. En fait, on parle quand même souvent de ces données quand t'es sur ton téléphone, en fait tes données elles s'en vont, mais tout ça est très flou. On n'avait encore pas trop eu la preuve concrète de ce qui se passait derrière avec ces données. Là c'est très concret. On a récupéré 1 milliard de points GPS. Après on donne des pistes pour s'en prémunir un peu, et surtout on parle aussi des problèmes de sécurité nationale que ça peut poser, qui sont encore un autre chapitre. Puisque là, c'est des gens qui peuvent s'en prémunir, en fait. Mais vous leur avez appris des choses ou pas en off qui ne sont pas montées à l'antenne? C'est-à-dire que la DGSE est concernée Alors, la DGSE, comme à son habitude, et c'est plutôt rassurant, on ne fait pas de commentaires, mais dit être au courant de ce marché-là. Les personnes qui étaient plutôt surprises, c'est dans le monde politique, personnes qui travaillent dans les centrales nucléaires, des sites sensibles. Parfois, il y a même une forme d'agacement. Voilà, nous on se présente. Alors déjà expliquer notre démarche, les gens ils se disent mais comment vous avez eu mon numéro? Mais j'étais là, mais comment vous le savez? Donc il y a un côté un petit peu piqué au vif, et c'est normal puisque comment quelqu'un qu'on n'a jamais rencontré. C'est assez sidérant quand même, parce que votre enquête elle est sidérante, il n'y a pas d'autre mot. Donc si au moins cet énervement d'avoir été un peu pris sur un trajet type, alors c'est pas bien grave, on est allé au restaurant, on est allé là, mais on se sent presque attaqué dans sa vie privée. Si au moins ça peut faire réfléchir et à l'avenir un peu nettoyer ces paramètres, c'est déjà ça. C'est déjà ça, oui, parce que c'est le réflexe qu'on a quand on regarde votre sujet. À la fin, vous expliquez
Et on prend son téléphone et on va dans paramètres et on regarde. Stéphane me dit que les bloqueurs, ça bloque les trackers de données. Ah. Bah c'est possible. Ouais. Donc, mais c'est quoi les bloqueurs? Oui, c'est un de nos éditeurs fidèles qui est très. Et au courant de tout, surtout, on est à chaque fois c'est quoi les bloqueurs? C'est quoi, par exemple? En fait, c'est des bloqueurs qu'on peut mettre sur des navigateurs internet. Alors du coup, je crois que c'est quand même, ça touche plus les navigateurs internet que les téléphones, mais peut-être que je me trompe. Ouais. Voilà, en fait, ça empêche du coup les liaisons de se faire entre les régies publicitaires, les cookies et tout ça. Très bien. En tout cas, bravo. Grosse enquête. Tracking File, c'est à voir sur France.tv, sur francetv.fr, pardon, je le dis à chaque fois mal, francetv.fr, également sur le site de franceinfo.fr, et toutes les enquêtes d'une manière générale se retrouvent on peut les retrouver sur les réseaux sociaux du journal de 20h et également sur les différentes applis. Moi, je l'ai vu sur le site de France Info, donc sur les réseaux, mais Tracking File, allez voir et vous aurez des réponses. Ça se trouve, on vendra aux États-Unis le GPS de votre chat. Peut-être. Peut-être qu'il va se retrouver à Boston. Merci à vous. Dans un instant, les débats. Sud Radio, votre avis fait la différence.